Road to the IPO, les podcasts des entrepreneurs aguerris. Aujourd'hui, au podcast, j'ai le grand plaisir d'accueillir Sacha Martin, entrepreneur chez les Club ProRise et ancien membre de Toastmasters. Comment ça va, Sacha? Bah écoute Hugo, ça va vraiment bien. Un grand merci de m'accueillir dans le podcast aujourd'hui. Puis on va en parler un petit peu, mais on a une histoire entre nous, donc c'est d'autant plus super, génial qu'on puisse partager ensemble aujourd'hui. Ah oui. Est-ce que tu sais, Sacha, tu vas être mon 60e invité au podcast? 60. 60. Waouh. Wow. Est-ce que ça a une signification pour toi? 60, c'est quand même beaucoup d'épisodes. Hein? Ouais. C'est beaucoup d'invités, c'est beaucoup de gens touchés. C'est quand même beaucoup de travail. Juste en passant, on est dans les bureaux de MDEX Co. Puis on parlait avec Dr. Bach, qui était un ancien invité du podcast aussi. Puis on parlait de momentum. Puis je pense d'arriver à 60 épisodes, c'est beaucoup de momentum. Puis justement, on parlait de toi aussi, ton entreprise, les momentum que tu as bâti. Mais vraiment, avant d'aller dans le sujet, je voulais que tu te présentes à l'audience. Qui tu es, Sacha? Eh bien, moi, je suis un passionné avant tout. J'ai toute ma vie, on va en parler peut-être, mais c'est la passion qui me guide. Oui. Puis moi, mon parcours par le passé, c'est le marketing. Donc, j'étais directeur marketing pour Groupon au Québec. Donc, j'ai fait ça pendant 6 ans. Okay. Et puis, par la suite, j'ai décidé de poursuivre ma passion. J'ai une passion pour la nutrition, le bien-être, s'accomplir, vivre mieux. Et donc, j'ai lancé le Club ProRise. Parfait. Tu sais, avant de parler d'entrepreneurship, j'ai rencontré Sacha dans un club Toastmasters ici à McGill. Et quand je suis arrivé dans les clubs, moi, j'étais quand même assez gêné. Tu sais, j'ai rencontré tous ces gens-là. Puis, mais non. Oui. Un des premiers discours que j'entends, c'est Sacha, parce que Sacha, c'était le président du club à l'époque, en 2016, puis il m'a vraiment impressionné, son charisme, quand il parle devant le public, c'est ça qui m'a attiré. Donc, parlons un peu de Toastmasters. Ouais. Pourquoi est-ce que tu as commencé Toast? Ben, parce que j'étais comme toi, en fait. Ouais. J'avais peur de parler en public, j'avais peur d'aller vers les autres, en fait. Ok. Puis je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose qui allait me sortir de ma zone de confort pour grandir. Puis je pense qu'on peut expliquer ce qu'est Toastmasters pour les gens qui ne connaissent pas. En fait, c'est Toastmasters International, c'est je dirais un regroupement mondial. En fait, ça a des dizaines et des dizaines d'années, 100 ans. Puis en fait, c'est vraiment des gens qui veulent développer leur parole en public, puis leur leadership, mais ensemble. C'est vraiment ça, je pense, qui fait la différence de Toastmasters, c'est que c'est vraiment, il n'y a pas de professeur, il n'y a pas d'élèves, c'est les gens qui s'entraident, c'est un groupe d'entraide. Il y a des clubs partout, en fait, dans le monde. On a à Montréal, il y en a des dizaines, des centaines dans l'Est du Canada. Puis nous, on s'est retrouvés dans ce club qui s'appelle Leader en Action, à Montréal, à McGill, à Montréal. Et puis, chaque club a un petit peu sa spécificité. Puis, je pense que Leader en Action, c'est vraiment l'entraide. C'est un club qui est très accueillant, ouvert à tous, même aux personnes qui ne parlent pas forcément bien français ou anglais. Et puis, c'est ça, on a fait un bout de chemin ensemble dans le club. C'est intéressant parce que tu parles que tu étais quelqu'un de gêné. Mais quand je suis arrivé dans le club, tu étais le président du club. Comment tu as fait pour passer de personne gênée à président du club Toastmasters, Leader en Action? C'est une bonne question. Je pense que c'est justement ça qui fait le succès de Toastmasters, mais de tout en général dans ce que moi j'ai appris, c'est les autres en fait. C'est les autres qui te donnent l'énergie en fait. C'est pas juste moi qui dis bon je veux parler en public, je veux pas avoir peur de parler devant les gens. C'est juste les gens qui te disent vas-y, moi j'ai envie de t'entendre parler, j'ai envie d'entendre ce que tu vas nous dire, j'ai envie que tu aides à faire grandir le club. Donc c'est la vie, les événements qui te poussent aussi à apprendre et puis à faire des choses que tu n'aurais pas prévu de faire. Mais il faut se mettre dans cette situation. Et comment moi je me suis mis, c'est comme toi, c'est que je suis allé, un jour j'ai décidé, je vais aller à cette réunion. Tu sais, c'est gratuit, c'est ça. Il faut prendre l'action, il faut faire l'étincelle de départ. Il faut dire, ok, j'y vais. Puis après, la vie et les circonstances vont faire qu'on va te pousser en fait. Tu sais, il y a des choses que tu n'auras pas prévues. Par exemple, moi je me souviens à ma première réunion, il y avait des improvisations. On m'a dit, va à l'avant et parle-nous de toi. Puis j'avais pas prévu, j'avais le trac, j'étais timide. Mais c'est ça, j'y suis allé. J'avais pas le choix, tout le monde m'a dit, il faut y aller, donc j'y suis allé. Puis c'est comme ça qu'on grandit. C'est quel fun chez Toastmasters, puis je pense qu'il applique partout, c'est que si tu as des invités qui arrivent pour la première fois, on va les inviter à parler devant le public déjà tout de suite.
Fait que c'est ça qui est le fun. Toi, moi, on a vécu la même expérience. Puis, en fait, c'est ça qui va garder les gens dans le club si tu les mets dans l'action aussi. Ouais. Une des choses que tu m'as mentionné, c'est que quand tu étais arrivé au club, il y avait comme au moins 7 personnes. C'était vraiment... C'est comme si les clubs allaient disparaître. Ouais. Et, avec toi, puis d'autres personnes, ça avait repris les clubs. Puis moi, en ce moment, en 2019, c'est vraiment un des clubs les plus populaires à Montréal, si on peut dire. Mais comment est-ce que t'as bâti ces clubs-là? Tu sais, quand t'es arrivé, c'était presque vers la fin, puis comment est-ce que t'as bâti pour avoir un club aussi gagnant? Ben c'est ça, moi je me souviens, je suis arrivé, c'était en mai, je pense, mai 2015 ou 2014 même, je sais plus, 2015. Et puis il y a toujours en fait une vague, et en fait il y a des inscriptions, et vers la période de l'automne, là je voyais qu'il n'y avait plus personne qui venait en fait, il y avait 3, 4, 5 membres en fait, et il y avait beaucoup d'invités, il y avait 10-15 invités qui étaient très curieux, mais il n'y avait plus la structure pour organiser les réunions. Puis comment j'ai fait? Bah déjà c'est la situation en fait, c'est que moi j'ai pris en fait ce club en amour, si je dirais, comme j'y allais à chaque réunion, puis j'ai commencé à m'investir parce que je voyais ce que ça m'a amené. Puis je voyais toutes ces nouvelles personnes qui, comme moi, sont arrivées comme toi, puis ils étaient curieux, puis je me suis dit, c'est pas vrai que ce club, il avait 9 ans, je pense, à l'époque, c'est pas vrai qu'il va juste fermer, parce que, tu sais, il n'y a plus personne qui s'en occupe. Donc, je me suis dit, bon, ok, il y a eu des élections, je vais me présenter comme président, je vais essayer d'organiser les choses pour qu'ils vivent encore, parce qu'il y a de l'histoire derrière, et puis il y a des gens demain c'est le futur, ils se présentent, c'est leur première réunion, mais peut-être que demain, ils seront le président ou de grands orateurs comme toi. Donc comment j'ai fait? Il faut juste travailler, il faut parler aux gens, tiens, il y a la réunion la semaine prochaine, viens, faire des événements, créer de la nouveauté à chaque fois, motiver les gens, c'est ça. Fait que tu as bâti une équipe aussi, une bonne équipe de gens, et je pense que pendant ton parcours de Toastmasters, tu as développé on va dire, des skills pour être un bon orateur, mais aussi du leadership. Parce que chez Toastmasters, il y a 2 sujets très importants, la communication et le leadership. Oui. Puis les deux, ils vont ensemble. Les deux vont ensemble, Et le leadership, en fait, je pense que j'ai beaucoup plus appris en termes de leadership que de parler en public. Parce que j'ai été confronté à des situations comme ça difficiles. Tu sais, quand ça va mal, il faut sauver le club, comment on fait en fait? Et puis c'est là en fait que tu dois engager les gens, les motiver. Puis la motivation, c'est quelque chose à développer, je trouve, qui est très important et qui repose vraiment sur la connexion humaine. Tu sais, pour motiver quelqu'un, tu ne vas pas lui raconter n'importe quoi. Il faut vraiment connecter avec la personne, lui expliquer pourquoi tu fais les choses, qu'est-ce que ça va lui amener. Puis là, en fait, c'était simplement leur dire, regardez, on a ce beau club, puis il y a tellement à faire et on peut tellement changer la vie de beaucoup de personnes, comme nous, ça nous a aidés. Puis il faut continuer dans cette mission. C'est ça que ça m'a appris en fait en termes de leadership, c'est comment communiquer une vision, comment engager les gens, comment faire en sorte qu'ils soient motivés. Puis c'est ça que j'ai essayé de transmettre après aux autres. Donc c'est quand après il y a un système de roulement en fait, t'es pas président à vie, c'est chaque année ou chaque 6 mois il y a des élections. Puis moi après une fois que je me suis mis un petit peu plus en retrait, je voulais juste transmettre ce que j'avais appris pour laisser la place à d'autres. C'est ça. Même à ça, pour ceux qui t'ont côtoyé dans ce moment-là, on a dû placer, t'es moins pressant ou presque pas à cause de tes projets, mais à chaque fois que tu reviens dans le club, puis les gens qui te connaissent, une certaine admiration, tu on dit Sacha il est revenu, et moi tout le temps quand je suis allé voir le club, je suis vraiment impressionné de te voir là, parce que tu étais président pendant un bout, mais tu as quand même laissé une très bonne impression, tu as remis le club dans son meilleur état, puis que quand le monde tu reviens dans le club, tu es accueilli. Oui, c'est ce qui fait que pour moi, c'est une famille en fait. C'est l'aspect humain qui fait toute la différence. Et moi, c'est ce que j'ai retenu de Toastmasters. C'est ok, tu apprends plein de choses, mais moi, il y a une chose que j'ai retenue, c'est le côté humain, c'est ce qu'il y a de plus important. Comment tu bâtis une équipe, c'est pas, il n'y a pas des techniques dans les livres. Oui, tu peux apprendre des choses, mais c'est juste connecter avec la personne et être sincère et bâtir la confiance. Et faire des choses ensemble en fait. Il y a rien, en fait c'est ça qu'on a sauvé entre guillemets le club ensemble, c'est pas moi j'ai rien fait, c'est ensemble en fait qu'on a fait tout ça. Puis c'est ça que je retiens, c'est le faire les choses ensemble, tu t'en souviens toute ta vie, ça crée des connexions qui fait que regarde on est assis ensemble aujourd'hui, c'est
C'est ça. C'est d'avancer avec quelqu'un. Avec d'autres personnes. Avec d'autres personnes, oui. C'est ça. C'est ce qu'il y a de mieux. Cool. Fait que là, je voulais parler plus, tu sais, avant de parler d'entrepreneuriat, je vais parler de ta carrière chez Groupon, qui est quand même une grosse compagnie américaine. Ouais. Tu sais, en ce moment, je pense qu'ils ont certaines difficultés, mais tu sais, tu as travaillé chez Groupon, comment est-ce que tout le leadership chez Toastmasters, tu l'as amené chez Groupon, qui est quand même une sorte de corporate, c'est startup corporate? Oui, c'est une entreprise qui est intéressante parce que c'est une des startups qui a eu la croissance la plus rapide au monde. Oui. Puis moi, quand j'ai commencé à Montréal, en fait, il n'y avait pas de bureau, c'était un appartement, un petit condo, et puis il y avait une équipe déjà de vente, mais j'ai commencé, je dirais, avec une toute petite équipe. Puis ça a grandi très très vite en fait. Le nombre d'employés doublait, je dirais, à chaque année. Donc ce qu'il fallait en fait, c'est garder, je dirais, sa tête froide. Comment tu fais pour gérer cette croissance folle, puis garder la tête sur les bons objectifs. Puis moi, ce que j'ai appliqué Toastmasters, surtout par la suite, quand j'ai commencé vraiment à avoir une équipe et des objectifs importants, des responsabilités, ben, c'était la même chose. C'était le côté humain, la motivation. Comment je fais pour motiver les personnes, c'est leur expliquer pourquoi en fait ils font les choses. Plutôt que de... Parce qu'il y a tellement de choses à faire, ok, mais c'est quoi la raison qui fait qu'on est aujourd'hui assis ensemble? Pourquoi? C'est vers où on s'en va? Tout ça c'est très important parce que sinon on se perd dans des chiffres, on se perd dans des choses qui n'ont plus de sens. Donc la première chose je dirais c'était transmettre ma vision en fait et des choses simples qui font qu'on comprend pourquoi on fait les choses. Ce que j'ai aussi retenu de Toastmasters, c'est ce côté humain en fait, donc c'est de créer vraiment une confiance. Donc moi j'étais toujours disponible, c'était ma priorité, c'est d'être disponible pour mes équipes ou pour n'importe qui. Il faut se parler en fait, c'est pas juste on fait des choses, c'est pas on fait des actions, on fait du boulot, c'est comme presque une famille, hein, une entreprise, c'est vraiment des connexions importantes, on est avec ces personnes-là à la job des heures et des heures toute la journée, puis il n'y a rien qui se fait sans la confiance. Donc moi ce que j'ai retenu c'était de bâtir cette confiance, donc ça peut être par des actions soit en dehors du travail, tu vois, ça c'est une chose qui bâtit la confiance, de même d'aller boire un verre avec un ami, collègues, un employé, un collègue, je trouve que c'est vraiment bien, parce que ça permet de parler, décontracter, etc. Mais ça peut être aussi pour bâtir la confiance, de renforcer positivement les choses qui sont bien faites, puis d'expliquer quand c'est mal fait, plutôt que de pointer du doigt et de dire t'as mal fait, mais c'est d'expliquer pourquoi, comment on peut sortir de cette situation, aider les gens à apprendre. Puis c'est comme ça, c'est les aider à grandir en fait. C'est comme ça qu'on crée la confiance, je pense. Donc c'est plein de petites techniques comme ça que j'ai appliquées. Je pense la ligne directrice, c'est le côté humain. Fait que tu as travaillé chez Groupon comme dans le marketing, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, pendant 2 ans et demi sur la partie gestion de la clientèle. Donc moi j'étais là en soutien aux marchands, donc le Groupon met en contact si tu veux des marchands comme des restaurants, plein de commerces locaux avec des clients qui vont acheter sur la plateforme. Puis moi quand j'ai commencé j'étais en charge de cette partie-là. Comment on s'assure que le niveau de service, le niveau de satisfaction des marchands est au plus haut. Puis j'étais assez fier parce que donc on partait de rien, mais je crois que c'était à la fin de la 2e année. J'ai eu le record chez Groupon dans le monde en termes de satisfaction des marchands. C'est mesuré en fait, donc on mesure quel est le niveau de satisfaction. On était numéro 1 dans le monde, donc très content. Puis après j'ai pris en fait la partie plus marketing. Donc là c'est très varié si tu veux, mais c'est comment est-ce qu'on connecte avec notre marché local, comment est-ce qu'on crée des outils qui vont permettre aux marchands de comprendre ce qu'on fait, de comprendre quels sont les avantages de ce que Groupon peut offrir, etc. En plus de prendre soin de ton équipe, tu performais aussi dans les résultats de la compagnie. Oui, bien sûr. Hein, tu sais, comme beaucoup de compagnies, il faut amener des résultats, c'est ça. C'est que les côtés humains aussi, les côtés résultats que tu as apportés. Il faut combiner les deux. En fait, l'un va avec l'autre. Tu peux pas avoir des résultats s'il y a 0 humain et si les personnes sont des numéros, qu'elles sont pas motivées et qu'elles savent pas pourquoi elles travaillent. Elles vont travailler, mais ça va s'écrouler tôt ou tard. Puis si tu es aussi que dans l'humain, c'est bien, mais il y a un moment,
une entreprise, il faut amener des résultats, et puis ça fait que tu es motivé. Si tu vois tes résultats, tu vois que, ok, on a explosé les objectifs, on a fait plus 20%, puis bah là, ça va motiver. Il faut avoir des objectifs, puis il faut les dépasser. Donc c'est les deux en fait, c'est la combinaison des deux qui fait que je pense qu'on a du plaisir et du succès. Oui. Admettons, là, pour notre audience qui nous écoute ou qui nous regarde, puis ils sont dans un environnement de start-up, un peu comme Groupon au début, puis ils sont peut-être, ils gèrent une équipe, mais ça change tellement vite, puis tu sais, quelqu'un qui se pose la question, mais Sacha, moi j'ai managé une équipe, mais j'ai de la difficulté à passer mon message, j'ai de la difficulté à dire, ok, je dis un message un jour, puis le lendemain ça change. Comment est-ce que je transmets ça à mon équipe pour que ça soit le plus clair possible, puis qu'ils comprennent qu'on est dans un environnement qui n'est pas très stable, mais qu'on veut quand même performer? Je pense qu'il faut, déjà la première chose, c'est qu'il faut être honnête. C'est-à-dire que faut bâtir la confiance avec l'équipe. Pour bâtir la confiance, il faut être honnête et transparent. C'est sûr que faut pas non plus faut pas se perdre dans l'information, il faut simplifier l'information, mais il faut créer la connexion humaine. Donc il faut être transparent, il faut être sincère, puis il faut être direct. Tu vois, faut pas prendre de détours, faut dire les choses comme elles sont. Si par exemple, je te donne un exemple, nous on avait des moments, tu sais, où ça allait mal, les chiffres ils sont pas bons, les performances sont pas au rendez-vous. Ben, il faut le dire à tes employés, il faut pas juste leur dire comme il faut travailler plus fort les gars, il faut leur dire écoutez, on est dans cette situation, puis j'ai besoin de vous en fait, on va le faire ensemble, on va sortir de cette situation ensemble, puis demander à chaque personne qu'est-ce qu'elle peut apporter par rapport à ça, parce que c'est pas vrai que c'est toi qui as les solutions en fait, c'est les personnes avec toi, autour de toi qui ont les solutions. Toi si tu es un manager, un leader, ce que tu vas faire, ton rôle c'est de justement d'aider à ce que les personnes elles amènent les idées, c'est ça ton rôle, c'est de créer cette étincelle, c'est créer cette impulsion pour que les gens ils disent ok ben moi aussi j'ai des choses à amener, puis je vais me dépasser en fait, je comprends le problème, je vais essayer de trouver des solutions, puis toi tu regroupes ces solutions et c'est comme ça que tu sors du problème. Donc j'espère que ça répond à ta question. Il faut être honnête, direct. Pour vraiment aller chercher les gens pour passer dans le message. Sincère. Quand ça va mal, il faut le dire. Quand ça va bien aussi, il faut le dire. Mais non, mais on oublie souvent. C'est quelqu'un qui fait une bonne job, il faut lui dire bravo. C'est Parce vrai. que je sais pas toi, mais moi, quand on me dit t'as fait une bonne job, ça me touche. C'est vrai. On est tous des êtres humains, puis souvent, en fait, surtout en ce moment, on vit dans un monde où ça va très très vite. Tout s'accélère en ce moment. Puis on oublie de dire comme merci. On oublie de dire bravo, puis on oublie de dire j'ai besoin de toi ou comme passons du moment ensemble. Parfois on prend pas le temps en fait, c'est juste ok il y a ça à faire. Non mais tu sais ça faut prendre le temps en fait. Je pense qu'il faut la moitié de son temps, surtout si on s'adresse à des personnes qui veulent diriger des équipes ou qui veulent comme monter des projets, ils vont le faire avec d'autres personnes. Puis 50% de leur temps devrait être dédié selon moi à créer ces connexions, puis à faire en sorte qu'il y a la confiance et il y a des bases très solides, des racines, pour qu'il y ait des choses extraordinaires qui se créent. En fait, c'est ça, comme tu dis, être sincère, c'est une première chose que les gens recherchent dans quelqu'un qui va gérer un groupe. Bah oui. Et puis je pense que c'est ce qu'on apprécie des grands leaders d'aujourd'hui en général, c'est des personnes qui disent ce qui va pas ou ce qui va bien et qui sont très sincères, et ça crée ce lien de confiance. C'est vrai. Tu sais, admettons, tu t'en faisais beaucoup pour ton équipe, tu étais président des Toastmasters dans ces temps-là, tu amenais le résultat, puis en plus de ça, je sais que tu étais un passionné de sport, tu fais de l'escalade aussi, n'est-ce pas? Fait que tu avais tout ça, Sacha, tu es quand même quelqu'un d'occupé, puis c'est ça qui va nous amener dans notre deuxième sujet. Tu rentrais chez toi, puis tu étais sportif, tu avais une bonne carrière, tout ça, mais quand tu arrivais chez toi, tu mangeais mal. Je vois où tu veux en venir, Hugo. Et oui. Fait que, tu sais, Sacha et moi, on a eu des conversations, puis je vois que c'est comme un peu presque beaucoup de gens qui sont quand même le même type de travail que toi, une carrière qui est quand même beaucoup de réussite. Ils arrivent chez eux, ils s'entraînent, mais tu sais, des fois, ils mangent mal. Ben oui, parce que on vit dans une époque où tout va vite. On n'a plus le temps en fait. Le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Dans une journée, et même une minute de plus, tu paierais beaucoup pour l'avoir, cette minute de plus.
Puis moi, ce que je me suis rendu compte dans ma vie, comme tu me dis, bah, tu sais, j'avais ma journée de travail, qui était longue, je finissais à 6-7 heures parfois. Mais après, je voulais aller au sport parce que j'avais besoin de me sentir bien dans mon corps. Moi, je veux, si tu veux, je veux m'accomplir personnellement. Je veux me dire que à la fin de chaque journée, j'ai fait le mieux que je pouvais et que je me sens bien dans mon corps. Donc je vais à mon gym, je vais à l'escalade. Puis après, là, j'arrive chez nous, puis là, il est 8h, 9h. Puis là, qu'est-ce que je faisais? Bah, je mangeais soit des pâtes qui me restaient dans le tiroir avec la sauce tomate, toujours la même. Ou alors, quand vraiment j'avais pas envie, bah, j'allais sur Uber Eats ou Foodora. Il n'y avait pas encore Foodora à l'époque, mais sur d'autres plateformes. Ou alors en bas de chez moi, puis j'allais commander quelque chose, toujours la même chose, une pizza. C'est ça. Puis, tu sais, c'est bon quand tu le manges. Et encore, tu t'en ennuies un peu, mais ton corps, il aime pas en fait. Ton corps, surtout si tu vas avoir du succès, tu vas avoir une vie équilibrée, tu vas être quelqu'un qui a ton 100%. Ce qu'on mange, c'est tellement important, on ne se rend pas compte. C'est le carburant de notre corps. C'est vrai. Tu vois, c'est comme tu as une auto, tu veux faire un rallye à travers, je sais pas, le Canada, tu veux faire des distances, de la performance, tu vas pas mettre de la vieille essence qui va tout engraisser ton auto. Tu as besoin de la meilleure essence. Ben, c'est la même chose. Si tu veux vivre à ton maximum, d'abord et avant tout, c'est la nutrition. C'est ce qui alimente tout ton corps. Et moi, ce que je me suis rendu compte, tout ça pour dire que j'essayais d'avoir du succès dans ma vie, de m'accomplir. Puis à un endroit où je faisais un compromis, c'était mon alimentation. Puis je me suis dit, ça va pas, c'est que ça, il n'y a pas de sens. Et je me suis dit, ben, mais il n'y a pas de solution en fait. Comment je fais pour manger bien, manger équilibré, tout en sauvant du temps? Puis là, je me suis dit, mais il n'y a rien qui existe. Avant de te poser la fameuse question que je pose à chaque entrepreneur, parce que là, on s'en vient sur ça. Je tiens à remercier MDEX pour le bureau, MDEX & Co. Il y a Francis ici, notre collègue podcasteur Francis, qui nous aide pour la technique. Il y a aussi, vraiment, avant de rentrer dans cette question-là, si les gens ils veulent te rejoindre, sur quelle plateforme es-tu? Toi, en fait, toi juste. Juste moi? Oui, puis après on va parler de ton entreprise. Alors ils peuvent me rejoindre sur Instagram. Donc c'est @SachaFilms. Donc SACHAFILMS. C'est surtout des photos. Moi je fais beaucoup de la photographie, c'est ma passion. Je t'avais parlé de passion au début, je pense qu'il faut toujours continuer ses passions. Donc ça je fais beaucoup de photos aussi. Mais donc bien sûr sur LinkedIn. Donc Sacha Martin sur LinkedIn. Puis j'invite tout le monde, si vous avez des questions suite à ce podcast, envoyez-moi vos questions, moi ça va me faire très plaisir de répondre à vos questions. Parfait. C'est ça. Si Sacha là, a une carrière très réussie, un bon travail chez Groupon, mais là à un moment donné, tu as trouvé un compromis, tu as vu que tu mangeais pas bien. Là ma question c'est, tu as décidé de tout laisser tomber ça. Et je me demande pourquoi l'entrepreneuriat? C'est pourquoi? Est-ce que tu avais une solution à un problème ou c'était juste parce que tu voulais être plus... Tu voulais bâtir quelque chose? Non, moi j'avais très peur de bâtir en fait une entreprise. Je me suis toujours dit, c'est pas pour moi, c'est impossible. Puis je me suis toujours dit, j'ai toujours eu de l'admiration en fait pour les gens qui montaient une entreprise. Pourquoi? Pour leur courage. Parce que je pense que c'est pas vrai, il n'y a aucun entrepreneur qui a parti une business puis qui a fait ça facilement. Je pense que c'est difficile. Puis pourquoi c'est difficile? Oui, c'est difficile parce qu'il y a plein de facteurs extérieurs, mais c'est surtout difficile pour soi-même parce que monter une business, ça prend d'accepter une part de risque parce que c'est ton idée à la fin de la journée. Puis ton idée, il va falloir la changer, la modifier. Donc tu t'engages personnellement. Puis moi, j'avais peur de ça en fait. Mais là, tu as trouvé un problème que beaucoup de gens ont. Pas juste toi, je pense que tu as trouvé que tu fais ça en compromis. Des fois, il y a des entrepreneurs qui se lancent juste pour se lancer, mais il y en a qui se lancent parce qu'ils ont vu un problème puis ils ont une solution pour. Est-ce que c'était le cas pour toi? Ouais, c'était le cas pour moi. Explique-nous ça un peu. Ben, c'est ça, malgré ma peur, justement, de partir une business, je me suis dit, c'est pas vrai qu'aujourd'hui, on va manger mal juste parce qu'on n'a pas le temps. C'est pas possible. Il y a tellement de personnes, mais je ne suis pas le seul. J'ai commencé à parler aux personnes autour de moi. Et puis, ils m'ont dit, non, moi j'ai le même problème. Je veux être à mon maximum. Je veux atteindre
le maximum de mon potentiel intérieur, je dirais, puis j'arrive pas à bien manger. Donc je mange mal en fait. Puis certains, ils s'en apercevaient pas. Certains, ils en étaient conscients. Mais tous, ils m'ont dit, bah, j'aimerais trouver la solution à ça. Puis ils m'ont dit, en fait, bah, vas-y, bah, lance ton idée, elle est vraiment bonne. Et c'est ça qui m'a donné, en fait, la motivation. En fait, moi, j'avais peur, mais les autres, ils m'ont dit, vas-y. Puis c'est ça, on revient à tout à l'heure, en fait. C'est toujours le côté humain, c'est faire les choses avec les autres. Bah oui. C'est ça, et puis quand 1, 2, 3, 5, 10 personnes te disent, non mais vas-y. Tu te lances. Bah, je me suis lancé. Il n'y avait pas vraiment pourquoi. C'était vraiment juste que tu voyais peut-être qu'il y avait un problème, puis... Il y a la passion aussi, je te dirais, Hugo. Passion. Il y a la passion aussi, parce que j'ai toujours eu la passion pour je dirais le bien-être. Le bien-être. Le bien-être intérieur. Parce que pour moi, tu peux faire plein de choses, mais il y a un moment, ta limite, c'est toi-même. Puis si tu n'es pas équilibré, en accord avec toi-même, ça passe notamment par la nutrition, il y a plein de choses, tu vas atteindre une limite. Alors que quand tu te sens en harmonie avec toi-même, là, il n'y a plus de limite. Tu peux tout faire. Puis il y a ça, et puis j'ai toujours eu une passion pour la nutrition parce que j'ai toujours trouvé que c'est un sujet complexe, mais qui a tellement de potentiel en fait. C'est ça, on entend plein de choses, il y a plein de... J'ai été toujours intéressé par exemple par le sujet des super aliments, par le sujet justement de manger équilibré et l'impact que ça a sur le corps, le sujet de la nutrition et de l'impact environnemental. Comment est-ce qu'on peut mieux manger et réduire l'impact environnemental? Donc il y a tellement de choses qu'on peut faire avec une chose, manger, tout le monde mange. C'est quelque chose qui est commun à tout le monde. Puis ça a un impact énorme sur tout, sur la vie, la santé, l'environnement. Donc je me suis dit, bah, en plus, je peux changer le monde à ma façon. À mon petit niveau, là, je peux changer le monde à travers la nutrition. Je peux peut-être permettre à certaines personnes de vivre mieux. Je peux peut-être permettre de réduire un petit peu c'est ça, soit des problèmes même de santé par rapport à la nutrition. Puis si je peux faire la différence par rapport à ça, bah, je serais fier de ce que j'ai fait. Peu importe ce qui se passe, c'est ça en fait, je voulais être fier, faire quelque chose dont je suis fier. Et dans ta fierté, tu sais, je sens que tu étais fier que tu avais quelque chose que tu pouvais changer même le monde. Dans cette fierté-là, c'est parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont fiers de leur idée, ils sont fiers du projet qui peut venir, mais en plus tu avais un bon travail dans une bonne compagnie, on peut dire. Quand tu as dit ça à tes proches, comment est-ce qu'on réagit, tu sais? Bah, ils n'ont pas trop cru. Non, bah, c'est ça en fait, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé, qui m'ont poussé, mais je dirais mes plus proches. C'est ça. Peut-être ils ont tendance à vouloir te protéger, entre guillemets, mais ils m'ont dit, bah non, bah, regarde, tu es très bien avec ton job 8 à 4 ou c'est ça, 9 à 5. 9 à 5. Pourquoi tu fais ça? Tu vas tout risquer, tu n'as aucune garantie que ça va réussir. C'est ça qui me fascine un peu, ça dirait que le monde externe, quand tu te lances, t'appuies tellement, mais quand tu arrives dans tes proches, c'est tellement plus difficile de leur convaincre. Peut-être comme tu dis, parce qu'ils veulent te protéger, mais quand tu sors de là, tout le monde vient te féliciter, tout le monde vient te dire, tu es capable. Mais moi, ce que j'ai toujours fait, ma ligne directrice, c'est après c'est pour moi, mais c'est suivre mon instinct, puis faire ce que j'aime. Puis à la fin, je suis très fier de ce que j'ai fait à Groupon, mais à la fin, je sentais que mon amour pour ce que je faisais commençait à diminuer. J'avais envie de faire vraiment quelque chose. Je pense que c'était le moment dans ma vie où il fallait que je sorte encore une fois de ma zone de confort, que j'essaie quelque chose de nouveau, puis que je fasse quelque chose qui a vraiment de la valeur pour moi, qui change la vie des autres. Puis je me suis dit, bah, ok, je sens que ça résonne au fond de moi. Puis même si on me disait, bah non, tu vas risquer, etc., je sais que j'allais risquer. Puis tu peux pas partir à une business, ou même tu peux rien faire dans la vie qui a un impact sur toi si tu risques pas quelque chose. C'est vrai. Mais je me suis dit, je le sens au fond de moi, je sens que je vais avoir de l'amour pour ce que je vais faire, donc je vais le faire, je vais l'essayer. Qu'est-ce que j'ai à perdre? C'est vrai. Tu sais, peut-être j'ai une année, 2 années à perdre, si au pire des cas, mais c'est quoi une année dans une vie? C'est rien. C'est une année ou deux que tu peux perdre, mais tu vas apprendre, tu vas rencontrer des personnes. C'est mieux que des années à regretter des choses que tu n'as pas faites. Tu as toute la vie pour...
c'est ça, faut avancer, il faut pas réfléchir parfois, faut suivre son cœur. Ouais. Parce que si tu réfléchis trop, tu vas rester statique. C'est vrai. Puis après, tu vas regretter, mais c'est trop tard. Wow. OK, ben parlons le club Food Wise. Qu'est-ce que c'est? Comment tu as parti ça? Parlons de ça, parce que je vois que tu es passionné dans la nutrition, mais parlons vraiment de l'accompagner en tant que tel, de startup. Alors, le club Food Wise, donc ce sont des repas qui sont prêts en 5 minutes. C'est équilibré par des nutritionnistes. Puis c'est livré chaque semaine à la maison de nos clients. Donc ils reçoivent une boîte, puis dans leur boîte, ils ont déjà leurs repas, ils sont prêts. Ouais. Puis c'est des repas qui sont à base de protéines végétales. 100% protéines végétales. Puis vraiment, ce qui est spécial, c'est que c'est emballé sous vide. Je ne sais pas si tu connais ce que c'est le sous vide. On peut en parler, on peut en discuter. Alors c'est une technologie en fait qui est généralement réservée aux grands restaurants en fait. On voit quelques grands chefs qui utilisent le sous vide. La grande force, c'est que on va emballer nos repas, donc ils sont déjà cuisinés, on va enlever tout l'air. Ce que ça fait, c'est que ça garde tous les nutriments en fait. Parce que l'air, c'est le facteur numéro 1 pour dégrader un repas. Puis nous, on enlève tout l'air comme ça, quand ça arrive chez toi, c'est frais comme, c'est comme si on vient de le cuisiner en fait. C'est ça, c'est que moi, ce que je veux, mon objectif, c'est te donner le meilleur en termes de nutriments, d'énergie. C'est ça. Et donc c'est emballé sous vide et c'est prêt en 5 minutes, c'est-à-dire que tu le mets dans de l'eau chaude ou au micro-ondes et peu importe où tu es, si t'es chez vous ou alors t'es au bureau, à la job, tu le mets au micro-ondes ou dans de l'eau chaude, puis c'est prêt en 5 minutes. C'est vraiment pour les personnes qui veulent manger quelque chose d'équilibré, qui veulent peut-être, mais nous on s'adresse à tout le monde et ils ont un intérêt particulier pour la protéine végétale. Mais après nous tu sais, si même tu es curieux, tu peux essayer, hein, c'est très varié. Puis, c'est ça, ils veulent vraiment manger équilibré rapidement c'est ça, et s'assurer d'être à leur maximum. Parce que quand tu manges un repas équilibré, tu sens la différence. Voilà. Et comment ça marche comment est-ce que les gens peuvent aller s'inscrire, recevoir une boîte? Ils vont sur www.foodrise.ca. C'est le club Food Wise, donc ils vont sur le site. Puis là, en fait, tu choisis ton abonnement. Donc c'est une formule d'abonnement, et tu peux, comme tu es en contrôle total, tu peux dire cette semaine je veux pas, etc. Puis chaque semaine il y a des nouvelles recettes, donc tu vas t'inscrire. Tu vas dire bah voilà, chaque semaine je veux recevoir ma boîte, et dans ma boîte je veux 3 plats. Puis pour chaque plat je veux 2 portions. Puis chaque semaine tu vas recevoir ta boîte devant ta porte ou à ton bureau. Puis chaque semaine, tu vas pouvoir choisir des nouvelles recettes. Parce que chaque semaine, il y a des nouvelles recettes, en fait. C'est toujours différent. C'est ça. Fait que, je présume qu'est-ce qui est différent du club et Good Foods, par exemple, c'est que vous, déjà, les choses sont déjà préparées. C'est déjà préparé. C'est très écologique et aussi très un peu vegan, si je peux dire. C'est vegan. Nous, en fait, comment moi je le présente, c'est à base de protéines végétales. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on travaille avec les végétaux, les grains, pour t'amener un plat qui est équilibré. Ce que pas grand monde fait en fait. Parce qu'encore une fois, moi je veux que tu te sentes bien quand tu as mangé le plat. Pour moi, c'est ça le succès. C'est tu le manges et tu dis ok, j'ai l'énergie, je suis prêt pour ma journée, et ton cerveau il va aller à 200%. Donc c'est à base de protéines végétales, équilibrées par des diététistes agréés. Donc à chaque recette, on va vraiment regarder c'est quoi les calories, combien il y a de fibres, combien il y a de protéines, de lipides, de glucides, de sodium, de gras, etc. pour que ce soit vraiment complet. Et puis, je dirais, c'est aussi des repas qui sont de qualité restaurant. En fait, on travaille avec notre chef qui est Martin Chivnen. Il vient de grands restaurants, le Club Chasse et Pêche à Montréal, par exemple. Puis on utilise vraiment des ingrédients de saison. C'est très important pour nous. Et des recettes que tu ne vas pas forcément trouver ailleurs. Pour avoir du plaisir aussi quand tu vas manger ton repas. C'est important aussi pour, à mon avis, t'accomplir. Il y a l'aspect nutritionnel et l'aspect de plaisir. Quand tu manges un repas et que tu sais que tu découvres des choses à chaque fois, ça t'amène du plaisir et ça va t'amener de l'énergie. Non, mais toi, c'est beaucoup axé sur la santé, mais il y a une grande différence. Puis je pense que toutes ces compagnies-là, comme les tiennes, Good Food, c'est le temps. C'est le temps que ça sauve. Puis une des choses qui est bien faite, en plus d'être santé, toi, ça devient beaucoup de temps parce que le monde n'a pas préparé rien. Ils vont juste réchauffer, puis après ils mangent.
en plus de sa santé écologique aussi, parce que je sais que maintenant vous utilisez les boîtes aussi. Ouais. Et ça, c'est un point très important pour nous aussi. Je veux juste en parler. Donc, déjà, tout est recyclable. Ouais. Ok. On réutilise les contenants tant que possible. Donc, tu peux remettre la boîte devant ta porte. Donc, nous, on va la reprendre. Puis, comment moi je l'ai pensé, en fait, je voulais pas faire, c'est très important pour moi, l'impact environnemental, je voulais pas faire un service qui pollue, tu vois, ou qui a plein de petits contenants, etc. Puis c'est aussi pour ça qu'on utilise le sous-vide. Oui. C'est 5 à 10 grammes de plastique pour un repas complet de 500 grammes. Puis ça, c'est rien, 5 à 10 grammes. C'est un plastique qui est recyclable, la plus haute qualité alimentaire. Puis c'est sûr que le plastique, moi si je pouvais m'en passer, je m'en passerais, mais il y a un moment... par rapport aux normes, par rapport à la sécurité alimentaire, on n'a rien trouvé de mieux aujourd'hui. Donc c'est sûr que moi je suis très intéressé dans la recherche pour tout ce qui est biodégradable, mais pour l'emballage alimentaire, ça a des avantages. Et 5 à 10 grammes de plastique, c'est moins que si tu allais faire une épicerie. En fait, tu vas faire une épicerie, souvent c'est emballé dans des petits contenants en plastique, ta sauce tomate, etc. Puis moi, je cherchais aussi une solution qui va être encore moins que l'épicerie. C'est sûr que c'est beaucoup moins que les solutions prêtes à cuisiner que tu reçois à la maison, où il y a beaucoup d'emballage, tu as la recette, etc. imprimée, ça c'est beaucoup d'emballage. C'est moins aussi que l'épicerie. C'est 3 à 4 fois moins que l'épicerie. Donc tu es à 5 à 10 grammes de plastique pour une portion de 500 grammes, un repas cuisiné, ce qui est vraiment rien, tu vois, c'est 5 à 10 grammes, c'est rien. Puis tu peux c'est recyclable. Donc tu le nettoies à l'eau, tu le mets dans ton recyclage et ça va être recyclé. Donc finalement, c'est de toutes les options qui existent, c'est la plus rapide, mais c'est aussi celle qui utilise le moins de plastique. C'est ça. C'est très écologique, très santé aussi, mais aussi une grosse partie, parce que ça venait d'un compromis, que ça a commencé par un compromis, que tu t'en alimentais pas bien encore, parce que tu n'avais pas le temps pour non plus. Mais c'est ça. Là, ça te sauve du temps aussi. Ça sauve du temps pour des gens aussi. Ça sauve du temps, puis ça sauve de l'emballage, parce que quand tu vas quand tu vas commander une pizza ou que tu vas chercher un repas, parce que tu n'as pas le temps, souvent c'est livré dans une petite barquette, puis souvent elles ne sont pas recyclables ces barquettes. Puis elles prennent beaucoup de place, c'est beaucoup d'ustensiles, ou tu vois ce que je veux dire. Puis je me suis rendu compte de ça, moi. En fait, j'avais honte à la fin de manger comme ça. Non, mais c'est pas en accord avec mes valeurs, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens que je veux du succès, je veux bien faire les choses dans ma vie. Puis à la fin de ma journée, je mange comme tout croche. Je vais commander, ça arrive dans une grosse boîte. C'est pas équilibré, je me sens mal après. Et tu pollues aussi. C'est beaucoup de contenants, c'est ça. Donc je me suis dit, il y avait une solution à ce problème. Comment on fait? C'est ça. Wow. Tu sais, on est bientôt arrivé à la fin du podcast. Fait que pour ceux qui s'intéressent au Foodrise, c'est www.foodrise, donc FOODRISE.ca. Puis le nom, c'est le Club Foodrise. Fait Instagram, Facebook. Instagram, Facebook. Parfait. Nous, on va mettre tous les liens pour que vous puissiez rejoindre Sacha personnellement et aussi le club. Tu sais, une chose qui me fascine, Sacha, c'est que tu es parti d'une idée. Parce que Sacha est vraiment temps plein dans son entreprise. Puis, tu sais, avec pas d'emploi, temps plein. Puis une chose qui me fascine, ça fait juste 9 mois que tu as parti le club. Tu sais, il y a des gens qui se posent beaucoup de questions, qui prennent une idée, puis prennent les 200-300. Mais Sacha, je pense qu'il a même utilisé la méthode Lean Startup. C'est une méthode qui, quand tu prends une idée et que tu l'exécutes, ça peut prendre au moins 6 mois pour avoir une entreprise solide. Puis en 9 mois, tu as passé par les processus d'investissement, d'aller chercher des clients, puis déjà ta plateforme est lancée, tu as des clients qui payent pour tes services. Comment tu as fait pour arriver si rapidement à bâtir une compagnie comme ça? Alors je vais répondre à ta question, j'en profite pour remercier les partenaires déjà qui sont derrière le projet. Donc on a un gros merci à Futurpreneur qui finance le projet avec la BDC et l'école des entrepreneurs aussi, dont je fais partie, qui suivent le projet. On a des professeurs, des mentors qui viennent regarder un peu ce qu'on fait au Club Foodrise. Donc je les remercie tous. Puis pour répondre à ta question, Hugo, je dirais, premièrement, il faut se concentrer sur des actions simples qui vont te faire avancer. Parce que c'est bien beau de dire je veux monter une entreprise, mais c'est des étapes en fait. Donc ça c'est la première chose. Donc des choses très simples qui vont t'amener plus proche de ton objectif. C'est pas vrai que pour lancer une entreprise, tu as besoin
tu sais, de 50 personnes et de bureaux, etc. Non, non. Tu sais, moi, mon bureau, il est à la maison. Ouais. Même s'il y a plein de choses que je fais, notre cuisine, on a un espace industriel, commercial, etc. Mais il n'y a pas tout qu'à... Tu sais, tu fais par étapes, en fait. Ouais. Avant d'arriver à ton objectif, il y a des étapes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je dirais, c'est... souvent, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, puis moi, ça a été mon cas. C'est, tu te dis, ah ben j'ai mon idée, mais est-ce que c'est la bonne? Tu doutes beaucoup. Ouais. La solution pour ça, c'est il ne faut pas passer 6 mois à douter, il faut aller sortir. Tu vas dans un café, tu vas voir quelqu'un, tu lui dis tiens, est-ce que tu as une minute? J'aimerais te parler un petit peu, je suis en train de travailler un projet. Ouais. Moi je l'ai fait en fait, je suis allé parler aux gens. Est-ce que tu as ce problème-là? Est-ce que ça serait une bonne solution à ce problème? Puis tu poses des questions. Puis c'est ça qui va vraiment te permettre de comprendre c'est qui mes clients, de quoi ils ont besoin. Ouais. Parce que sinon tu es dans l'imaginaire, c'est de la théorie. Puis il n'y a rien de mieux que d'avoir le retour des clients. Puis je dirais que la troisième chose, c'est de ne pas réfléchir en fait. Il y a un moment, il y a un moment pour réfléchir. Oui, c'est sûr qu'il faut une stratégie pour arriver à ton objectif. Oui. Mais à un moment que tu as une idée, là, il faut juste y aller. C'est que chaque jour, il faut qu'il y ait des actions. Parce qu'il n'y a rien qui va te faire avancer. La théorie ne va pas te faire avancer. C'est la pratique. C'est chaque personne que tu vas rencontrer va t'amener vers ton objectif. Donc tu te dis chaque jour, il faut que je fasse une chose concrète, une action qui va m'amener plus proche de mon but. Fait que toi, tu n'as pas hésité, par étapes, tu es allé vraiment construire ton entreprise. Puis une chose que si beaucoup de gens se demandent, j'ai trop peur d'aller demander à des connus des questions sur mon entreprise, même moi je l'ai fait, là, les gens sont vraiment contents d'aider les gens. T'sais. Si tu lui poses 2 ou 3 questions, puis ça s'arrête là, ils vont te répondre. Au pire, qu'est-ce qu'il va dire? J'ai pas le temps, là. Tu demandes à la prochaine personne. C'est ça, fait que... C'est vraiment d'aller chercher l'extérieur, de voir qu'est-ce que le monde en pense pour bâtir ton... C'est eux qui savent de quoi ils ont besoin. C'est tes clients, tes futurs clients, tes prospects, ils savent mieux que toi. Donc moi je dirais la clé, c'est pars de l'idée que tu sais pas en fait. Tu as une idée de ce que tu veux faire, mais c'est eux qui vont te confirmer en fait. Il n'y a rien de mieux que de leur demander. Tu demandes, n'importe quelle méthode. Ça peut être des sondages, des entrevues, rencontrer des personnes dans la rue. Et c'est ça qui va te faire que tu vas savoir de mieux en mieux où tu veux aller. Puis, tu sais, ça peut paraître petit, tu es allé par étapes, mais une des choses qui m'impressionne aussi, c'est que toi, tu avais déjà comme les main goals. Tu m'avais dit, ta cuisine, est-ce que tu prépares tes repas? Puis, c'est pas une petite cuisine, hein, c'est vraiment une cuisine industrielle que toi, tu m'as dit, moi, je suis prêt à recevoir 1000 clients si c'est demain. Ouais. Fait que tu es allé vraiment avec les big mindset. Exact. Et pourquoi on peut? Pourquoi? Parce que c'est ma vision, c'est que je veux me rendre là en fait, et que ce serait, je pense, dommage de... en fait, il faut prioriser, il y a des choses importantes et pas importantes, mais le produit en tant que tel, ou le service, dans mon cas, moi c'est les repas, c'est ce qu'il y a de plus important. Je ne peux pas rater cette partie-là. Il faut que chaque client qui reçoit mon repas, il soit parfait, puis qu'il y en ait 1, 10, 100 ou 1000. Donc ça veut dire quoi? Il me faut que ma cuisine, elle soit extraordinaire. Il faut que ce soit la partie la plus solide de mon business. Donc c'est que tout de suite je me suis dit, ok, ça c'est ma priorité. Est-ce que le marketing c'est ma priorité? Non. C'est mon produit. C'est ça. Après, même si j'ai un client et qu'il adore son produit, il va en parler aux autres. C'est vrai. Donc c'est pour ça que je me suis dit, ça, je vais mettre mes moyens là-dessus parce que c'est mon produit. Et je veux être fier de mon produit. Il ne faut pas qu'il y ait un repas qui sort de ma cuisine où je ne suis pas fier, où je ne veux pas mettre mon logo. Et puis en passant, Sacha, il fait tous ses repas. Ah, c'est vrai? Non, j'ai une équipe. Je te vois souvent dans les photos, c'est toi qui cuisine. Mais c'est vrai que, bien sûr, il n'y a pas de secret, c'est moi qui ferme les boîtes, je mets les stickers, je prends les photos de chaque plat. Tu sais, c'est ça aussi, être entrepreneur, faut tout faire, il faut être multitâche parce que c'est comme ça que tu sais ce qui fonctionne et c'est là où tu vois les problèmes aussi. Wow. Merci Sacha. Merci Hugo. Merci d'être mon 60e épisode, mon 60e invité. Puis un petit mot pour les mots de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire au monde qui veulent se lancer en entreprise, mais peut-être qu'ils ont une bonne carrière, peut-être ça, mais qui ont peur de passer à l'action? Qu'est-ce que tu veux leur dire? Je voudrais leur dire de suivre leur cœur en fait. S'ils y pensent, c'est que déjà il y a quelque chose. Donc il faut arrêter de réfléchir, il faut essayer. Mais demandez un petit peu autour de vous, restez pas seul en fait, parce qu'une entreprise ou n'importe quel projet, vous allez le réussir avec les autres personnes autour de vous, donc parlez-en, partagez avec les autres, puis ils vont vous pousser en fait, ils vont vous dire ok là c'est le moment pour toi, vas-y,
Puis c'est ça qui vous manque peut-être, c'est la petite étincelle de, pas l'idée, c'est la motivation. La motivation, l'action C'est ça. L'action. Merci Sacha. Merci Hugo. Merci à MDEX et merci à Francis qui était avec nous pour tout ce qui était technique. Merci beaucoup à tous ceux qui ont écouté et regardé cette vidéo. Merci et à la prochaine.